très mauvaise nouvelle pour des milliers de petits investisseurs qui avaient confié leurs économies, leurs placements à la société Norbourg. Mon fonds de retraite était saisi par Vincent Lacroix, Norbourg, alors que je ne connaissais même pas ce mot-là. Norbourg, c'était le Saint Graal de l'investissement au Québec. Vincent Lacroix, il y avait ce gars qui était sur une lancée. Il n'arrêtait pas d'acheter des compagnies. Il y a 1,8 milliard sous gestion de Vincent Lacroix. Il y a 13 sociétés, il y a 17 compagnies, il y a un hôtel puis un restaurant. C'est Gargantuesque qui possède. Des voitures de prix, des voyages dans le Sud. Quand venait le temps de dépenser l'argent des épargnants, l'ex-PDG de Norbourg vivait en prince. C'était l'orgie, là. Le grand café, les filles, le Canadien, la grosse vie, les grosses bouteilles de vin. Les danseuses, les parties. J'ai vu les loups de Wall Street, là. J'ai dit, mon Dieu, c'est Vincent Lacroix divisé par 2. Qu'est-il allé faire en Suisse? Il disait qu'il allait chercher des clients. Point d'interrogation. Il y a quand même 9000 personnes qui ont perdu 130 millions de dollars. C'est grave, là. Ce gars-là a volé l'argent de mes parents. Moi, je te dirais que c'est un viol financier, là. La fraude Norbourg, c'était la plus importante fraude financière qu'on a eue au Québec et même au Canada. Norbourg, nouveau partenaire dans le paysage financier québécois, offre un véhicule de placement souple et audacieux. Participez à la croissance d'entreprises bien de chez nous en optant pour une équipe de visionnaires qui conçoit des produits spécialisés développés pour les gens du Québec. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que la fraude financière, ce qui est communément appelé le crime de col blanc, les bandits à cravate, c'est un crime dont la violence est gravement sous-estimée. Il y a un vieux dicton d'un film assez populaire qui se nomme Wall Street. Si tu veux un ami en finance, achète-toi un chien. C'est un peu le cumul d'expérience et d'une vie qui amène non pas à une insensibilité, mais probablement un peu d'émotion. Il y a des gens, des personnes âgées qui perdent les économies d'une vie, qui perdent tout leur patrimoine, tout ce pourquoi ils ont travaillé, mais c'est pas considéré comme un crime violent parce que la victime, elle n'a pas subi d'agression physique ni rien, mais la dévastation que ça laisse dans son sillage, un fraudeur, là, c'est phénoménal. Le scandale a éclaté la journée où, à la télévision, un matin d'août, le 25 août 2005, on a vu les policiers en ligne rentrer chez Vincent Lacroix. Le 25, tout le monde était en poste aux alentours de 7 heures le matin. Évidemment, nous étions fébriles, mais nous étions concentrés sur nos tâches à effectuer. Je suis un policier de la GRC, un enquêteur en fait. Et en 2005, j'étais le chef enquêteur du groupe d'enquête sur les fraudes financières. À cette époque, Lacroix était une vedette montante de la finance au Québec. Et Norbourg, c'était connu du public parce qu'il y avait des chroniques à la télévision le matin, des chroniques à la radio l'après-midi. Il faut savoir que nous avions mis Vincent Lacroix sous filature ce matin. Donc, dès l'aurore, le 25 août, la filature suivait Vincent Lacroix de sa résidence à Candiac. Vincent Lacroix, c'était un lève-tôt. Il arrivait au travail vers les 6 heures le matin. Donc, on voulait être certain que Lacroix était présent à son bureau le jour des perquisitions. Il fallait être prudent. On ne pouvait pas se permettre de commettre une erreur judiciaire. Oui. Il fait beau, il va continuer à faire beau. C'est un ciel généralement dégagé avec un minimum autour de 14, donc très confortable, maximum 28.
Vincent Lacroix, il y avait ce mec qui avait l'air d'être un high roller, hein? Le gars à la table de poker qui mise fort puis qui joue fort. C'était un peu l'impression qu'on avait de lui. Ça faisait plusieurs années qu'on en entendait parler comme un crack de la finance, un jeune loup de la finance. On venait d'apprendre qu'il avait acheté une boîte de courtage, 6 millions de dollars cash. Je veux dire, même physiquement, j'ai de la misère à imaginer quelqu'un qui se promène avec 6 millions de dollars dans le coffre de sa voiture, mais lui, il faisait ça. Norbourg m'a fait générer, au bas mot, au moins une trentaine de milliers de mots. Toutes les histoires, toutes les anecdotes qui émanaient de ça, c'était du bonbon pour nous. Très mauvaise nouvelle pour des milliers de petits investisseurs qui avaient confié leurs économies, leurs placements à la Société Norbourg. Aujourd'hui, ils risquent de perdre beaucoup d'argent. Yves Malo, en fait, c'est un important détournement de fonds qu'on a mis au jour. Absolument, Pierre. On parle d'au moins, je dis bien au moins, 5000 investisseurs victimes d'un détournement de fonds de 70 millions de dollars. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie là, à travailler sur Norbourg. 10 ans de ma carrière là, où j'ai mis... Je l'ai suivi, l'affaire Norbourg. À cette époque-là, je venais de revenir à TVA. On apprend très tôt là, que la GRC fait une descente dans les bureaux de Norbourg. C'est un peu le branle-bas de combat. C'était une société qui faisait du placement et qui aidait les Québécois à avoir de bons rendements. Il faut dire que ces fonds étaient très prolifiques, là, puis que les rendements étaient excellents, supérieurs à ce que les autres gestionnaires obtenaient. Dans mon cas, immédiatement, moi, j'ai appelé mon gestionnaire de fonds, mon gestionnaire de portefeuille, parce que mon gestionnaire de portefeuille avait été acheté par Vincent Lacroix. Il faut dire que le 25 août, c'était le point culminant de 2 mois d'enquête que nous avions amorcé à partir du 21 juin. Un ex-employé de Norbourg, Éric Asselin, s'était présenté à nos bureaux pour nous dire « Écoutez, je crois avoir découvert une fraude impliquant Vincent Lacroix. » Nous avons effectué d'autres vérifications qui nous ont permis d'aboutir à l'exécution de mandats de perquisition chez Norbourg et de faire éclater au grand jour l'histoire de Norbourg le 25 août 2005. J'avais réuni une vingtaine de jurys comptables, 2 avocats du bureau du syndic du barreau du Québec. Il y avait un enquêteur de l'AMF, une centaine de policiers. On nous dit, bon, à 4 heures du matin, on s'en va à la GRC sur Maisonneuve à Westmount. Et là, on est par section. Qui fait quoi où? Bon, il y a des numéros où on est attitré avec tel enquêteur au numéro 6B. Bon, on s'en va là et on reçoit des ordres de celui qui est le principal enquêteur de cette perquisition-là à tel endroit, dans telle salle, dans telle chose. Les perquisitions ont été lancées à 9 heures le matin. Il y avait des équipes à chaque étage également. Ça s'est fait très rapidement. Il faut savoir que le temps qu'on entre, là, qu'on gèle le tout, qu'on amène tout le monde dans la salle de conférence, il n'y a pas 2 minutes, là. En arrivant, il faut s'imaginer qu'il y a un bureau d'accueil, il y a la secrétaire qui est là, et là, l'enquêteur principal sort le mandat et s'identifie, et il dit pourquoi il est là. Et en l'espace de quelques secondes, on est déployé immédiatement dans tous les bureaux. Et là, nos directives, c'est qu'il n'y a plus personne qui travaille sur les ordinateurs. Mais dans le bureau principal, là, il y a quelqu'un qui criait ça à tout le monde, de ne plus toucher aux ordinateurs, de ne plus rien faire. L'interrogation, c'était « Viens-tu de perdre l'argent? Mon fonds de pension vient-tu de partir en fumée avec une fraude? » Et, comme journaliste, tu te dois tout de suite de te dire « Est-ce que je suis en conflit d'intérêts? » Et après vérification, je n'avais aucun fonds Norbourg. Mon gestionnaire m'a rassuré en disant « T'as absolument rien là-dedans. » Mais je connaissais beaucoup de collègues de travail de Sherbrooke qui, eux, avaient des fonds Norbourg. Donc, indirectement, cette journée-là, se demandait qu'est-ce qui arrive parce que c'était partout. Il faut dire que la majorité des employés de Norbourg ignoraient l'existence de cette fraude. Donc,
La majorité ont été surpris de voir des policiers débarquer chez eux avec des mandats de perquisition. En général, les gens gèlent. Les gens restent là, ils vont faire ce qu'on va leur demander. Et ça nous donne le temps de pouvoir, déconnecter les téléphones, déconnecter les ordinateurs, pour qu'on ait les disques durs intacts et tout ça. Vincent Lacroix a été mis sous arrestation. Il était à son bureau. Nous avons pris le temps de lui expliquer qu'est-ce qui se passait. Et par la suite, il a été conduit à nos bureaux pour être interrogé plus tard durant la journée. Moi, j'avais comme mandat d'aller dans le bureau secondaire, l'annexe de Lacroix. Et c'est là, dans le bureau secondaire, que je suis tombé sur la personne qui faisait des transferts bancaires et qui ne voulait pas arrêter d'utiliser son ordinateur. Quand j'ai sorti mon insigne et que je lui ai dit que j'étais le sergent détective Lacourcière, je vous demanderais d'arrêter immédiatement. On est sur une perquisition, tout le monde est en état d'arrestation, vous avez le... Puis là, je lui ai donné ses droits, il a gelé. Il est venu, un regard sur son ordinateur, il m'a jamais regardé. Et là, je suis arrivé à côté de lui et j'ai pris un laptop et j'ai baissé le couvercle sur ses mains en lui disant « Vous avez compris ce que je vous ai demandé ?» et j'ai enlevé l'ordinateur. On a vu que par la suite, c'était des swipes. On effaçait, on essayait d'éliminer les traces. On a emmené tout le personnel dans la cafétéria, si on veut, et la salle de conférence. Et celui auquel j'avais procédé à l'arrestation, à un moment donné, il a perdu conscience. Je l'ai vu, là, il a changé de couleur, il est tombé au blanc, au transparent, il est tombé, il s'est évanoui, il est tombé tête première. Et on a venu l'ambulance pour les premiers soins. Les employés ont été ségrégés des suspects. Nous avions à ce moment-là quelques suspects que nous avons mis sous arrêt et que nous avons interviewés de façon sommaire ce matin-là. Il y a eu cette journée-là 8 perquisitions en tout menées par la GRC. La GRC a effectué des perquisitions à Montréal, en Estrie, à Toronto et à Québec. Est-ce que vous vous rappelez du 25 août 2005? Oh, impossible à oublier. J'étais assis dans mon bureau, je travaillais dans d'autres dossiers. Et une escouade de la GRC débarquait chez nous. Vous touchez à rien. On s'en vient chercher tous les documents, les dossiers, en rapport avec Norbeau. Toute la journée, ils ont passé à travers mes dossiers au complet pour s'assurer que j'avais pas d'autres dossiers que je ne les avais pas donnés, mais j'avais tout remis. C'était une bombe. Tu crois pas, tu sais. Vincent Lacroix. Les fonds étaient là, ça fonctionnait, tout était numéro 1. J'avais une femme. Elle travaillait dans un bureau de comptable. Fait que elle l'a appris bien avant que je puisse lui apprendre, parce que c'était dans tous les bureaux, hein. Mais là, tu rentres chez vous, puis elle non plus. Elle dit, avec qui je vis? Qu'est-ce qui se passe? Et ça lui a donné un puissant choc nerveux. Puis elle est morte du cancer 3 ans après. Puis elle a toujours voulu à Norbeau. Plus de 5000 épargnants, clients de Norbourg Gestion d'actifs, se demandent ce soir s'ils n'ont pas carrément perdu leur investissement. L'autorité des marchés financiers accuse la société d'avoir détourné 70 millions de dollars et elle a ordonné l'arrêt de ses activités. À partir de ce moment-là, on se demandait un peu qu'est-ce que ça avait comme impact pour se rendre compte qu'on était en train d'assister à l'une des plus grandes fraudes de l'histoire du Québec, pour ne pas dire de l'histoire du Canada. Ça me rappelle des souvenirs.
J'ai travaillé en tout et partout 55 ans dans ma vie. Incroyable, hein? J'ai commencé à travailler à 10 ans parce que j'avais perdu ma mère, j'avais 8 ans. Mon père nous envoyait chez les fermes, travailler chez les cultivateurs. J'ai travaillé 5 ans sur les fermes, après ça, je suis allé sur le marché du travail à plein temps. J'étais estimateur en automobile, j'ai fait ça 31 ans. Je travaillais pour un bureau indépendant, puis j'avais pas de salaire. Il fallait que je fasse mon salaire, j'étais payé au dossier. Fait que je travaillais 6 jours par semaine pour mettre la 6e journée de côté pour ramasser ma retraite. C'est ça qui m'a aidé. Puis après ça, ben, avec les années, j'ai pris de l'expérience. J'ai ouvert mon bureau d'estimation, j'ai eu des employés. Puis c'est là que ça a donné le gros coup que j'ai ramassé ce que j'avais besoin pour ma retraite. Je l'ai gagné, mon argent, durement. Mon courtier m'a appelé ce matin-là, puis il m'a dit il est arrivé de quoi chez Norbourg, mais on ne sait pas quoi. Personne ne sait où est passé l'argent, mais il y a eu 6 perquisitions, 5 dans la grande région de Montréal et une à Toronto. Constat de très mauvaises nouvelles pour au moins 5000 investisseurs. Tu couches le soir, tu dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je perds ma maison? Est-ce que je perds tout? Qu'est-ce qui va arriver? Cette nuit-là a été blanche pas mal. Puis je t'appelle, là, en plus. Ben, le matin, on était loin de se douter qu'il allait y avoir une perquisition d'abord et avant tout chez Norbourg. Les gens ont souvent tendance à oublier qu'il y avait une catastrophe qui est en train de se préparer cette journée-là, qui s'appelait Katrina. Déjà, on dénombre des dizaines de morts, des milliers de sinistrés, comme on vous le disait en manchette. Et on s'en allait vers 3-4 jours où ça allait être la catastrophe totale avec des milliards et des milliards de dollars de dégâts en Louisiane et dans le sud des États-Unis. Et en air. Une date certainement mémorable pour toute l'équipe d'Argent, la nouvelle chaîne financière numérique. 2005, j'étais au Canal Argent, qu'on avait fondé pas longtemps auparavant. Et on était au cœur de l'action économique. The best things in life are free. Comment ça a été la rencontre avec M. Sabia? Je vais marcher avec vous. Je suis déjà en retard. Money. Tout était à faire, tout était à montrer. Puis on s'était quand même monté une belle petite équipe, là, puis on avait fait notre chemin quand même là-dedans. Bonjour et bienvenue à Question d'argent. Nous recevons... Nous, on est en onde de 5 h du matin jusqu'à 6 h le soir. Alors, c'est beaucoup de monde à recruter. Bonjour, vous arrivez d'une rencontre avec M. Sabia? Ah, je sais pas, non. On rencontre tous les grands intervenants du marché financier, du marché économique du Québec. Donc, on fait le tour. On rencontre, par exemple, la Caisse de dépôt et de placement. On rencontre Investissement Québec. On rencontre les grandes centrales syndicales. Comment vous sentez-vous par rapport à vos créanciers? Monsieur Lompré, où est l'argent? Pour nous, Norbourg, c'est une firme qui s'arrime à la chaîne argent extrêmement rapidement. On a besoin de gens qui vont venir analyser les marchés, qui vont venir interpréter qu'est-ce qui se passe avec certains titres, par exemple Bombardier. Et Norbourg, très, très intéressé, Vincent Lacroix notamment, à nous fournir des courtiers, des gens qui vont analyser les titres, les secteurs des marchés financiers. Il collabore avec nous, il nous donne des noms de personnes, dont Serge Beugré, qui va être là éventuellement tous les matins avec nous à l'ouverture de la chaîne argent à 5 h du matin. Ça nous prenait quelqu'un qui, durant la nuit, était debout, qui suivait les marchés au niveau international, parce que la bourse s'arrête pas à 4 h l'après-midi, là. Ça se poursuit tout au long de la journée. Les marchés asiatiques en premier, ensuite les marchés européens, ensuite les marchés nord-américains. Donc, sur 24 heures, ça se poursuit, des négociations. Je me faisais maquiller, coiffer à côté de Serge Beugré tous les matins, entre 3 et 5 heures le matin. Pensez-y. L'intimité. T'arrives les cheveux mouillés, pas maquillés. Tu te parles un peu de ta famille, tu parles un peu là, de tes soucis. Canal Argent était extrêmement près de Norbourg parce qu'il s'apprêtait à faire des studios dans les bureaux de Norbourg pour permettre de faire des chroniques à distance. Nous autres, ça faisait notre affaire. Mon patron était dans les bureaux de Norbourg quelques minutes avant la perquisition de la GRC et de l'AMF.
Il a juste eu le temps de sortir et il nous a téléphoné tout de suite. Perquisition chez Norbourg. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais à partir de ce moment-là, on a comme eu beaucoup de palpitations cardiaques, si tu me permets l'expression. Puis là, on s'est dit, notre crédibilité va passer où là-dedans? Qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette entreprise-là? Pourquoi on a perquisitionné chez Norbourg alors que il y a 1 mois et demi auparavant, c'était le Saint Graal de l'investissement au Québec? On s'en souvient tous. C'était vraiment une éruption de volcan, de par la proximité qu'on avait avec l'équipe de Norbourg. Aïe, aïe, pardonnez-moi. Écoutez, c'est comme si ton voisin devenait un voleur du jour au lendemain. Je sais qu'il faut avoir la présomption d'innocence, mais on sait que la police fait pas ces fouilles-là pour rien. C'est le sommet de l'iceberg. Nous avons saisi l'équivalent de 5 téraoctets de fichiers. Maintenant, c'est un peu difficile à croire, mais c'est vrai. Si vous imprimiez chaque fichier, chaque document de 5 téraoctets, ça vous donnerait l'équivalent de 6 tours du CN. C'est beaucoup. Tout a été rapatrié par la suite dans les locaux de la GRC, qui était situé incidemment à environ 5 minutes de marche du bureau de Norbourg. Et ça a été fait par camion. Nous avons saisi cette journée-là 1500 caisses de documents. C'est énorme. C'est comme si vous preniez un camion remorque de 53 pieds. Bien, il était plein de boîtes de documents. C'est ce que nous avons saisi. Ça fait 18 cafés qu'on prend, mais on n'arrête pas. On peut pas arrêter puis dire, bon, ben, ça fait 12 heures qu'on travaille, je suis désolé, je suis fatigué, je vais retourner chez moi 2 heures. Non, non. La perquisition en soi, c'est magistral. C'est un exercice qui nous a pris 30 heures non-stop du 25 août à 9 heures jusqu'au lendemain, incluant la nuit, à 1 heure. Je crois qu'il était 1h30 le lendemain lorsque nous avons fermé la porte. Je me souviens pas du 25 août, mais je me rappelle du 26 août. J'étais en train de faire de la surveillance sur un chapiteau aussi qu'il y avait à Bromont. Puis mon planificateur financier m'appelle pour me dire que de ne pas tomber sur le dos, mais mon fonds de retraite était saisi par Vincent Lacroix, Norbourg, alors que je ne connaissais même pas ce mot-là. Moi, je m'appelle Réal Ouimet. J'ai été directeur de police pour la ville de Bromont ici pendant 28 ans. J'ai été 10 ans aussi auparavant à la Sûreté municipale de Cowansville. J'ai fait en tout 38 ans de service. Puis en 2003, j'ai décidé de prendre ma retraite. À ce moment-là, mon planificateur financier m'avait suggéré de placer mon fonds de retraite, si vous voulez, à la Caisse des dépôts. J'ai mis mon argent, 310 000 à la Caisse des dépôts, avec les fonds Évolution. Il a placé des obligations. Les obligations, évidemment, t'as pas de problème avec ça, c'est pas mal garanti. Ça rapporte pas gros, mais c'est sécuritaire. Oh, parfait. Moi, j'ai tout ce que je veux, moi, parce que je veux pas jouer à la bourse, puisqu'il n'y en a rien là-dedans, puisqu'il n'y en a rien dans les fonds de retraite. Fait que, oh, tu peux pas de problème, parce qu'à la ville de Bromont, lorsqu'on prend notre retraite, ils nous laissent la liberté de placer notre argent où on veut, ou la gaspiller comme on veut. Je regardais les journaux comme tout le monde, la télévision, c'était un gros scandale. J'étais victime là-dedans, puis là, je me disais, ça se peut pas, là, comment ça va virer? Ça va pas. Le lendemain, mon courtier appelle, vous me donnez des nouvelles, puis c'est ma femme qui répond. Il dit, Michel, t'en as-tu parlé? Ma femme a dit, ben non. Écoute, tabarouette, quel choc. Compte tenu de la nature grave
de ces allégations, a décidé d'instituer une enquête criminelle distincte et indépendante de tout autre organisme d'application de la loi. À ce moment-là, je lui ai tout compté, puis là, à ce moment-là, c'est là qu'il m'a annoncé la mauvaise nouvelle que ça peut aller à une grosse ampleur. Je me disais, quel montant je vais perdre à ce moment-là. Les épargnants, eux, dont certains avaient confié des sommes importantes à Norbourg, ressentent de la colère, de l'impuissance et de la honte. J'ai fait tout ce qu'ils me demandaient, sauf qu'au bout de 30 ans, tu t'aperçois que ce que tu as payé, ben, tu le perds en l'espace d'une demi-journée. Je comprends que peut-être il y a d'autres personnes qui soupçonnaient, mais évidemment préféraient être bien traitées que vraiment s'ouvrir les yeux et regarder en tant que tel ce qui se passait. Ils savaient qu'il y avait un problème, monsieur le juge, mais de quel ordre, quelle ampleur, c'est comme lorsque tu marches sur un iceberg. Il est impossible de savoir la profondeur. T'appelles tes amis les plus proches, hein, depuis tu vérifies. Là, faut que tu trouves un avocat, faut que tu trouves les gens, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais ça prend du temps avant de réaliser. Le personnel n'est pas rentré le lendemain non plus. Tu dis, restez chez vous, on va encaisser le coup, puis on va regarder, on va être en mesure de vous donner plus d'informations. Ça a pris du temps. Combien de temps ça a pris, je peux pas vous le dire. Mais c'est là que, dans toute ma clientèle, j'ai quand même des bonnes relations d'affaires avec ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, puis ont dit, Rémi, on est là, on est des clients, puis on continue demain matin. On s'en va pas, parce que c'est pas ta nature d'avoir contribué à une fraude comme ça. La firme Ernst & Young a été nommée comme administrateur indépendant pour voir comment limiter les dégâts. À l'époque, j'étais associé chez Ernst & Young. C'est une firme de services professionnels. Ça donne des services relativement à la vérification des états financiers de sociétés privées et publiques. J'avais la responsabilité du groupe de restructuration. On avait le mandat d'administrer les biens du groupe Norbourg, qui comprenait au total 21 compagnies, 21 sociétés, dont, j'ai regardé mes notes, le groupe Norbourg, gestion d'actifs, Norbourg International, groupe financier, les fonds Évolution. À titre d'exemple, souvent quand on rentre dans une institution comme ça, on va rentrer, disons qu'on dit qu'il y a un déficit de 10 millions, mais on va tenter de trouver du capital pour renflouer le déficit de 10 millions, de trouver des investisseurs, de possibilités de vendre aussi les actifs. On a pris possession, on prend le contrôle des livres comptables, on prend le contrôle des comptes de banque, on prend le contrôle des comptes en fiducie. On communique avec les principales parties pour leur dire qu'on est en possession, puis à compter de ce jour, on a le contrôle et il n'y a aucune transaction qui peut être faite. Tous nos ordinateurs, tous les portefeuilles de clients ont été gelés par Ernst & Young. Tout se passe à Montréal présentement. On n'a pas aucun accès. La chose qui est encore plus importante, c'est de communiquer avec les investisseurs. Moi, j'aurais pas voulu me retrouver dans la chaise d'un petit investisseur qui avait un montant de 15, 20 ou 30 000, puis d'apprendre à la télévision que mon courtier, mon conseiller financier, fait l'objet d'une perquisition par la GRC puis par un senior. Fait que nous, on a travaillé immédiatement sur un plan de communication. Le liquidateur principal, d'ailleurs, Pierre Laporte, dit que ce sont des livres qui sont tout croche, c'est son expression. On a mis en place des sites web, des lignes téléphoniques. On a communiqué avec eux par écrit à plusieurs reprises. Pour certains d'entre eux, il y avait des avocats. Il fallait aussi faire attention parce qu'on avait une enquête de la police. On était conscient que si on donnait une information, que ça pourrait servir à Vincent Lacroix pour pouvoir se défendre. C'est arrivé un jeudi matin, 9h. Je reçois un coup de téléphone de mon patron, puis il a dit « Vincent Lacroix est prêt à nous parler, il va nous donner une entrevue exclusive. »
Dans l'après-midi, 3h30, rendez-vous dans les studios d'Argent. Souriant, détendu, pas de problème. Son père était là, Donald, qui s'occupait des communications. Et il avait engagé aussi une firme de communication pour l'accompagner. Donc, on s'installe, puis on fait l'entrevue à 4h l'après-midi. Monsieur Vincent Lacroix, selon l'Autorité des marchés financiers, il manque 70 millions qui auraient été détournés selon les documents qui nous ont été fournis cette semaine. Est-ce que les investisseurs vont pouvoir retrouver leur argent un jour? Premièrement, bonjour, M. Gagnon. Vous comprendrez que c'est un processus présentement qui est très complexe. Dans sa formule actuelle, je suis pas habilité à vous répondre sur certaines questions, mais cependant, je peux vous dire qu'on met tout en œuvre pour que le processus au complet, afin de collaborer avec les autorités, comme nous l'avons dit dans notre communiqué. Amazing. C'est amazing. Je peux pas croire qu'il disait ça. Le processus, hey, ça, c'est du grand n'importe quoi, ça. Est-ce que les investisseurs vont justement retrouver leur argent à la lumière de ce qui sera trouvé par Ernst & Young, entre autres? Déjà aujourd'hui, nous avons collaboré à 100% avec Ernst & Young. Dès ce matin, je les ai rencontrés à partir de 10h et leur expliqué la structure Norbourg. Est-ce que vous croyez que ça va être long avant qu'ils puissent récupérer leur argent? Je fais tout présentement pour que le processus soit extrêmement rapide. Il était préparé à mentir, c'est clair. Regarde, je lui demande 70 millions. Et puis, c'est un processus qui va être long. Écoute, il savait qu'il était où, le 70 millions, là. Écoute bien, il était disparu dans la nature. L'Autorité des marchés financiers a été extrêmement sévère à votre endroit cette semaine. On parle de détournement de fonds, on parle que vous avez falsifié des résultats financiers des 3 dernières années. Comment peut-on se retrouver dans cette situation-là? C'est des choses qu'on va éclaircir avec le temps, ça, M. Gagnon. Il me regardait en plein visage, puis il disait n'importe quoi. Là, j'avais mon patron qui était dans mes oreilles, qui me disait « François, calme-toi ». Vous êtes conscient quand même que votre carrière de financier est presque terminée, là? Elle n'est pas presque terminée, elle est terminée. Tout ce qui me reste à faire au sein de cette carrière, c'est de laver tout ce qui est le nom Vincent Lacroix. Pour se comporter de façon professionnelle, là, puis je l'ai pas été tout le long de l'entrevue, là, je peux te l'assurer, là, parce que je bouillais tellement. Si vous regardez, si vous visionnez, vous allez voir que mon faciès change à quelques reprises. Cependant, la présomption d'innocence existe toujours dans ce cher domaine. Donc, moi, il n'y a rien de pire dans la vie que de me faire mentir. Du capital des investisseurs. Quand tu joues avec l'épargne des personnes âgées, parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, ça me met en beau fusil. Je te dirais pas le mot que je disais à cette époque-là. Je crois que présentement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites qui amènent une tourmente médiatique qui est surévaluée. C'est beau? Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Merci, mon cher ami. C'était bon, l'entrevue. La question était bonne. C'est un coup dur pour Yannick Cusson et Julie Leblanc. Ils s'apprêtaient à mettre la main sur leur toute première maison. L'argent qu'on avait investi chez Norbourg servait à la mise de fonds de cette maison-là. Malheureusement, en se rendant à la banque, on nous dit que le compte est vide puis qu'il n'y a plus une scène dans ce compte-là. Là, on a une banque après nous autres, puis on a signé un contrat, on n'a comme pas le choix. Cet argent-là, fallait la trouver ailleurs. Fait qu'on s'est mis à faire des appels chez les parents, les beaux-parents, puis à essayer de ramasser une coupe de mille à gauche pas à droite, puis ça l'a fait beaucoup de troubles. Qu'arrive-t-il de leur argent et des fonds des autres investisseurs? Pourront-ils en récupérer une partie? Bien des questions demeurent sans réponse. Ce qui me brise le cœur, c'est que c'était l'argent de la mère de mes enfants qui est décédée, qui nous a remis cet héritage-là. C'était de l'argent de cœur, disons. Fait que ça faisait encore plus mal de se faire voler cet argent-là. Je pense qu'il peut même pas réaliser à quel point il affecte les gens comme ça.
La finance, c'est la confiance. On a toujours eu confiance. Comme à un certain moment donné, les gens, dans les années 50, ne questionnaient pas leur médecin. C'est un peu le même truc avec ton gérant de banque ou ton gestionnaire de fonds. Tu lui confies ton argent dans l'espoir qu'il t'aide à avoir une retraite. Et cette journée-là, il y a comme eu un éclair. Qu'est-ce qui arrive là? Est-ce que maintenant, on peut plus faire confiance aux banquiers? Il y a des gens qui m'appelaient, moi, puis broyants, ils étaient découragés. Je les disais, écoutez donc, on sait qu'on se garde en bas du pont, ça ne nous donne rien. Il y a une chose qui est importante, c'est un fraudeur, il reste toujours des traces en arrière. Il y a toujours des documents. Un fraudeur veut pas, il va toujours se faire pogner un jour ou l'autre. Parce que la fraude, ça marche avec des documents. Puis ces documents-là sont à quelque part. On n'a pas le droit d'enquêter sur une impression. On n'a pas le droit parce que les personnes étant innocentes, jusqu'à preuve du contraire, si tu enquêtes quelqu'un, c'est parce que tu as un doute de sa culpabilité dans une situation quelconque. Donc, tu ne peux pas engager une enquête parce que ça te tente. Donc, ça nous prend essentiellement une dénonciation ou une preuve. Le mois de juin 2005 constitue un moment mémorable dans le dossier Norbourg. C'est à ce moment-là que, par un commentaire de Vincent Lacroix, qui se voulait anodin, j'ai été saisi d'un doute quant à la bonne gestion des fonds Norbourg. Éric Asselin, ce qu'il nous disait essentiellement, c'est que Vincent Lacroix fraude sa clientèle, Vincent Lacroix maquille ses états financiers, que Vincent Lacroix contrôle tout et qu'il a des complices. Je cumule 11 années comme inspecteur et enquêteur au sein de la Commission des valeurs mobilières du Québec. Il est arrivé dans le portrait, lui, en tant qu'enquêteur à la Commission des valeurs mobilières du Québec, qui allait devenir l'autorité des marchés financiers. Donc, il a commencé sa carrière là. Et il s'est joint à Norbourg à titre de vice-président. Ce sont ces mêmes réflexes qui m'ont permis de dénoncer la situation de Norbourg. Il y avait son titre de CFE, Certified Fraud Examiner. Fait que le type arrive d'une culture professionnelle qui est très pointilleuse, qui est très rigoureuse, à qui on ne la fait pas. Il se porte un peu comme le garant de la probité puis de l'intégrité de Norbourg parce que, professionnellement, c'est un comptable formé à la jury-comptabilité, donc à détecter les fausses manœuvres, puis les manœuvres de lesive, puis la fraude, finalement. Au début, il nous donnait des informations à compte-gouttes. Si elles étaient avérées, c'était définitivement un cas lourd. Donc, il fallait qu'on donne une attention sérieuse à ces affirmations. Éric Asselin nous avait remis, je crois que c'était 24 cartables contenant des documents. C'était des photocopies de documents qui venaient soutenir ces allégations. Maintenant, nous avons cherché les originaux de ces 24 cartables et nous les avons trouvés d'ailleurs. J'ajouterais même que sans mon intervention, l'affaire Norbourg n'aurait très probablement pas éclaté. C'est clair que si Éric Asselin ne s'était pas manifesté auprès de la police, le scandale Norbourg n'aurait pas éclaté en 2005. Il aurait probablement fait surface dans les années suivantes. Combien de temps après? Je ne sais pas. Combien de millions additionnels de perdus? Je l'ignore. Chez Norbourg, malheureusement, c'est 2 fois plus élevé que ce qu'on croyait, en fait.
130 millions de dollars auraient été détournés. Et Alain Laforêt, l'autorité des marchés financiers, tente le tout pour récupérer le maximum d'argent. Oui, aujourd'hui, on a demandé la liquidation des actifs de Norbourg. Dans le cadre de notre mandat, il fallait faire rapport dans les 30 jours de notre nomination. Mais ça n'a pas été très long pour constater que le problème était énorme. Les actifs du groupe Norbourg auraient dû être de 205 millions. Or, la firme Norton Trust, qui devait garder l'avoir des actionnaires, n'en détenait que 75 millions. Il y a donc un manque à gagner de 130 millions. C'est majeur. Il y avait plusieurs fonds qui sont tous des fonds autonomes et distincts qui étaient où il y avait plus d'argent. Je me souviens du fonds des obligations, il y avait 11 millions de dollars d'investis. 100% des montants avaient été détournés. Fait que ça veut dire que les investisseurs de ce fonds-là, c'est une perte totale. À ce moment-là, mes revenus étaient très, très minimes. Moi, je retirais juste mes rentes du Québec. Ma femme n'avait pas ses rentes, elle n'avait pas de pension. Mon courtier me rappelle, les Michel, je pense qu'on a tout perdu. À ce moment-là, j'ai perdu 300 000. Vous voulez donner une solution positive, là, le 130 millions, il est où actuellement? 130 millions, ça me fait rire. Avez-vous l'intention de... Quand je parle de désinformation, c'est justement ça. Il faudrait avoir la vraie histoire et après ça, oui, on va le rembourser. Merci. La veille, au téléjournal, il y avait eu des révélations. Bien sûr, ça crée une onde de choc en Estrie, où vit Vincent Lacroix, où vit son père, Donald Lacroix. C'est une famille très, très connue en Estrie. Le travail des policiers, c'est l'élément central de la poursuite déposée en cour supérieure. En ce qui me concerne, le 30 septembre 2005, ça fait 3 ans que j'étais à l'emploi de Radio-Canada Estrie. Puis moi, je couvre l'actualité, beaucoup en lien pour RDI Matin. On a un affectateur qui nous dit, bon, c'est la grosse nouvelle chez vous, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des réactions? Donc, on se dit, go, on l'essaie. Ce matin-là, c'était un remplacement parce que mon collègue Alain Garot devait rentrer pour travailler avec Stéphanie. Puis j'avais reçu un téléphone le matin même comme de quoi qu'il pouvait pas rentrer. Fait que là, moi, j'ai remplacé sur le vif. Donc, la première des choses, on se rend au domicile de Vincent Lacroix le matin. Il est absent, donc pas moyen d'avoir ses réactions. Et ensuite, on décide d'aller chez Donald Lacroix parce qu'à l'époque, son père se disait lui-même comme étant le porte-parole de son fils. Alors, on ne serait pas allé cogner chez n'importe qui pour avoir des réactions. Nous, on voulait vraiment être au cœur de l'information. Alors, je téléphone à Donald Lacroix pour avoir ses commentaires, ses réactions. Pas de réponse. On est dans le coin, on est à Magog, donc on décide d'aller cogner à la porte. Et là, ça a pris un certain laps de temps. On entendait brasser un peu, comme quelqu'un qui s'en vient. Hey, regarde, tu la cause? Jamais on a été insistant. On a vraiment fait notre travail. On a cogné à la porte d'un porte-parole qui devait réagir pour nous expliquer qu'est-ce qui se passait dans l'affaire Norbourg et qui, au lieu de nous dire pas de commentaires, ben, nous accueille avec un bâton de baseball. Et calice! Tu veux-tu la cause? Débarrasse! Ah ouais, débarrasse, ça presse! Je suis victime au même titre que les investisseurs. J'avais 66 ans, j'ai retourné travailler. On va me battre jusqu'à la mort, il y a quelqu'un qui va payer pour. C'est un excellent joueur de hockey qui avait connu beaucoup de succès. Ce gars, qui a pour idole lui-même, rêve de posséder un condo en Floride et une couple de belles femmes. Pourquoi ça te stresse tant que ça, faire balancer les comptes? Il y a quelque chose qui fonctionne pas.